le restaurant de Mamagé ne fermait jamais. Jour et nuit, ses portes restaient ouvertes, toujours chaleureuses, avec un feu crépitant et l'odeur de la cuisine. Même si vous arriviez à 3 heures du matin, vous trouviez de la nourriture chaude, prête, servie avec un sourire. Les gens venaient de partout, certains à pied, d'autres à vélo, certains même pieds nus. Tous venaient pour la même raison. La cuisine de Mamagé, sa soupe au poivre pouvait faire danser un malade. Son riz jollof avait le parfum d'un matin de Noël. Sa soupe, épaisse comme un secret, douce comme une mangue volée. Son igname pilé trônait comme un roi à côté de chaque bol. Les gens faisaient la queue pour acheter à manger, avant même que ce soit prêt. Et dès que la première assiette était servie, tout disparaissait en quelques minutes. Les habitants d'Asaba disaient que c'était parce que sa cuisine était tout simplement trop bonne. Ils disaient qu'elle utilisait les meilleures épices, des mélanges secrets, une touche que personne d'autre n'avait. Mais personne ne posait de questions, personne ne regardait trop loin. La nourriture était trop bonne, trop douce, trop parfaite. Son restaurant était toujours plein. Des rires emplissaient l'air, les assiettes s'entrechoquaient, les voix criaient « Ajoute plus de viande, Mamagé !» Et elle riait, sa dent en or brillant. « Mangez et oubliez vos soucis », disait-elle, versant la sauce comme une rivière coulant sur des pierres. Mais derrière ce sourire, derrière ces marmites, autre chose bouillonnait. Quelque chose que seul Mamagé connaissait. Et bientôt, Asaba le saurait aussi, car chaque marmite a un fond, et certains fonds cachent plus que du poivre. Dans la cuisine de Mamagé, où les murs suaient toujours à cause du feu et où l'odeur de la sauce dansait dans l'air, il y avait une marmite qui ne s'ouvrait jamais. Elle était grande, noire, ancienne. Elle trônait dans un coin, près du mur du fond. Cette marmite ne bougeait jamais. Personne ne la touchait. Personne n'osait s'en approcher. Seule Mamagé s'en rapprochait, et elle ne l'utilisait qu'une fois par an, en décembre, toujours seule, porte verrouillée, rideau tiré. Cette marmite ne produisait jamais de fumée. Personne ne la voyait l'ouvrir. Mais quand décembre arrivait et qu'elle cuisinait avec cette marmite, sa nourriture devenait plus douce que jamais, plus sucrée que la canne à sucre, plus riche qu'un festin de roi. Pourtant, la marmite restait silencieuse, lourde, froide, pleine de quelque chose que personne ne voulait imaginer. Son mari, Monsieur Dan, était un homme qui aimait la nourriture plus que tout. Il entrait dans la cuisine en fredonnant, soulevait les couvercles, goûtait les soupes, léchait les cuillères, mâchait la viande. Mais le jour où il s'approcha de la grande marmite, Mamagé apparut comme un éclair. « Ne touche pas celle-là !» cria-t-elle, tranchante comme une lame. Monsieur Dan cligna des yeux. « Pourquoi ?» demanda-t-il, tentant de sourire. « Parce que je l'ai dit, » rétorqua-t-elle. « Celle-là est spéciale. » Il n'a plus jamais posé de questions. Même ses employés, de jeunes filles aux yeux fatigués et aux mains douloureuses, savaient qu'il valait mieux ne pas s'approcher. Elle nettoyait chaque recoin du restaurant, mais jamais cet endroit. La grande marmite était comme une tombe. On passait à côté, pas près. Et quand la dernière assiette était servie, le dernier client parti, Mamagé s'asseyait près de la marmite. Parfois, elle lui parlait. Parfois, elle touchait doucement le couvercle, comme si c'était un bébé endormi. Seule elle savait ce qu'il y avait dedans. Même les murs de la cuisine retenaient leur souffle. Le restaurant de Mamagé était toujours plein de monde. Mais une chose était étrange. Aucun de ses employés ne venait d'Asaba. Pas un seul. Les gens de la ville en parlaient. « Pourquoi Mamagé n'embauche-t-elle pas nos enfants ?» demandait-il. « Pourquoi y a-t-il toujours de nouveaux visages chaque année ?» Ses employés étaient tous de jeunes garçons et filles, aux bras maigres, à la bouche silencieuse. Ils riaient peu. Ils travaillaient comme si leurs jambes étaient attachées au sol, lavaient les assiettes, cherchaient de l'eau, nettoyer les tables, piler l'igname, servir la nourriture. Et quand tout le monde dormait, il balayait encore. Mais chaque décembre, comme une horloge, Mamagé partait en voyage. Elle préparait ses beaux sacs, enfilait sa robe impeccable et partait pour un petit village lointain, appelé Aba. Ce village avait des routes poussiéreuses, des toits délabrés et des enfants affamés aux grands yeux et aux lèvres sèches. Mamagé allait de maison en maison, parlant aux familles pauvres. Elle s'asseyait sous un arbre avec des mères et des oncles, leur tenait les mains et parlait doucement, comme du miel. « Laissez-moi emmener votre enfant en ville. Je l'enverrai à l'école, je le nourrirai, je l'habillerai. Laissez-moi aider. » Et quand ils hésitaient, elle ouvrait son sac et montrait des photos.
des enfants en uniforme scolaire, souriant dans des salles de classe, tenant des livres. « Regardez Grace », disait-elle. « Voyez Frank », souriait-elle. « Ils vont bien, ils apprennent vite, vous serez fiers. » Et les pauvres parents, les larmes aux yeux, hochaient lentement la tête et disaient « Prenez-le, qu'il ait une meilleure vie. Emmenez-la, elle réussira avec vous. » Car quand on n'a rien, même un mensonge peut ressembler à un cadeau. Ainsi, chaque Noël, Mama G revenait avec de nouveaux enfants. Un garçon, une fille, parfois 2, parfois 3. Et chaque année, il ne revenait jamais. La première enfant que Mama G avait prise était une fille nommée Grace. Grace avait juste 15 ans. Son cœur était tendre, ses yeux semblaient toujours prêts à pleurer. Un jour, sa maison avait pris feu. Un grand feu, un feu furieux. Il avait tout brûlé. Sa mère et son père étaient morts à l'intérieur. La maison s'était transformée en cendres, comme ça. Après l'incendie, Grace n'avait nulle part où aller. Elle emménagea chez son oncle, mais celui-ci avait déjà trop de bouches à nourrir. Ses propres enfants avaient toujours faim. Il n'y avait jamais assez de nourriture, jamais assez de vêtements, jamais assez de sourires. Grace s'asseyait tous les jours au bord de la rivière, silencieuse, réfléchissant, regardant l'eau couler comme si elle cachait des secrets. C'est là que Mama G l'avait vue. Elle s'était approchée, s'était assise à côté d'elle et avait dit « Veux-tu aller à l'école ?» Grace avait levé les yeux, ses lèvres tremblantes, mais elle avait hoché la tête lentement. Mama G lui avait touché l'épaule doucement. « Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Tu iras à l'école, porteras de beaux vêtements, mangeras bien. Tu seras à nouveau heureuse. » Le lendemain matin, elle était allée chez l'oncle. Elle avait parlé doucement, comme du sucre. « Laissez-moi emmener Grace. Laissez-moi l'éduquer. Vous serez fiers. » L'oncle avait accepté, pensant que c'était une bénédiction. Et juste comme ça, Grace avait quitté le village. Quand elles étaient arrivées à Asaba, Grace avait souri pour la première fois depuis longtemps. Mama G lui avait acheté un uniforme scolaire, des cahiers, et même un petit téléphone. Elle avait commencé l'école. Elle apprenait vite. Elle riait parfois. Elle avait même appelé son oncle une fois. Elle se sentait en sécurité, chanceuse. Elle pensait, peut-être que le monde est à nouveau gentil. Mais cela n'avait pas duré longtemps. Au deuxième trimestre, tout avait changé. Un matin, Mama G s'était tenue devant elle et avait dit « Tu ne peux pas juste manger et aller à l'école. Que donnes-tu en retour ?» Grace, confuse, avait répondu « Mais vous avez dit… » La voix de Mama G s'était durcie. « J'ai dit ce que j'ai dit. Maintenant, prépare-toi. Tu travailles avec moi. » L'école s'était arrêtée. L'uniforme plié, les livres jetés dans un coin. Grace avait commencé à laver les assiettes, moudre du poivre, chercher de l'eau, nettoyer les tables, servir la nourriture, du matin au soir. Même son téléphone avait été pris. Plus d'appels, plus d'amis, plus de rêves. Elle travaillait jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. Elle dormait sur le sol. Elle pleurait dans son pagne la nuit. Mais Mama G s'en moquait. Et quand Grace suppliait « S'il vous plaît, puis-je aller voir mon oncle ?» Mama G répondait « Ce n'est pas encore le moment. Sois patiente. » Alors, Grace restait. Elle travaillait et attendait. Mais personne ne venait pour elle. Et lentement, la rivière dans son cœur s'était asséchée. Un an passa, puis Noël arriva. « Prépare tes affaires, » lui dit Mama G un soir. « On va au village. » Grace bondit de joie. Enfin, elle reverrait les siens. Mais Mama G avait une règle. Elle voyageait la nuit. Elles partirent donc dans l'obscurité. Au matin, Mama G arriva à Aba, seule. Quelqu'un demanda « Où est Grace ? Elle vient pour Noël ?» Mama G sourit, ses dents blanches, ses yeux perçants. « Non, elle est partie avec son école. Ils sont allés à Abuja pour une excursion. Elle a même dit de vous saluer tous. » Les gens hochèrent la tête, impressionnés. Elle va loin maintenant, elle profite. Que Dieu bénisse Mama G. Puis Mama G ouvrit son sac, sortit une photo. Grace, dans une salle de classe, tenant un livre, souriante. « Elle viendra bientôt, » dit Mama G. Les gens applaudirent. Ils crurent tout. Après tout, la photo semblait réelle, et Grace souriait. Personne ne savait ce qui lui était arrivé en ville. Et là, dans ce moment de joie feinte, une mère s'avança.
Son fils se tenait à ses côtés, un petit garçon aux pieds poussiéreux et aux yeux grands. Il s'appelait Frank. La mère prit la main de Mamagé, sa voix douce comme la brise du soir. « S'il vous plaît, prenez mon fils aussi. Laissez-le aller à l'école comme Grace. Laissez-le avoir une meilleure vie. » Mamagé regarda le garçon, puis la foule. Elle hocha la tête. « Je l'aiderai. Il sera comme Grace, vous verrez. » Et juste comme ça, un autre enfant fut ajouté à la liste. Frank était différent. Ses yeux étaient vifs comme une lampe torche dans le noir. Son esprit était rapide. Il pouvait réparer des radios cassées avec une lame et du fil. Sa mère, veuve, vendait des arachides sous le soleil. Ses doigts étaient toujours brûlés, son pagne toujours poussiéreux, mais son cœur était plein d'espoir pour Frank. Un Noël, Mamagé revint. Elle se tint devant l'étal en bois de la femme et sourit. « Ce garçon est spécial, » dit-elle, tapotant doucement la tête de Frank. « Laissez-moi l'emmener, je le rendrai grand. Il portera un costume, travaillera dans un bureau, deviendra ingénieur. » La femme pleura mais hocha la tête. Elle prépara ses affaires, une chemise, 2 pantalons, une Bible. « Rends-moi fier, mon fils, » murmura-t-elle. Frank suivit Mamagé en ville, et tout commença bien. Elle l'inscrivit en JSS 3, lui acheta un étui à crayon pointu, des chaussettes blanches, même un sac d'école avec des motifs de dessins animés. Il rejoignit un club de sciences, appelé chez lui tous les dimanches. « Maman, j'apprends vite, » dit-il une fois. « J'ai même touché un ordinateur. » Sa mère dansa ce jour-là sous l'arbre à mangue. « Merci, mon Dieu, » dit-elle. Mais le bonheur dans la maison de Mamagé ne durait jamais longtemps. 3 mois passèrent, puis Mamagé dit « Les livres ne font pas cuire le riz. Viens aider. » Comme pour Grace, les livres de Frank disparurent. Son uniforme plié, son sac jeté sous le lit. Il commença à balayer les sols, éplucher l'igname, porter du bois, chercher de l'eau jusqu'à ce que ses épaules lui fassent mal. Sa voix, autrefois forte avec des réponses, devint silencieuse. « Puis-je retourner à l'école ?» demanda-t-il une fois. Mamagé le fixa. « L'école t'a-t-elle jamais nourri ?» répondit-elle froidement. À partir de ce jour, il cessa de demander. Puis, une nuit de décembre, Mamagé lui dit « Prépare tes affaires, on rentre chez toi. » Le cœur de Frank bondit. « Maman !» cria-t-il de joie. « Je vais voir ma mère. » Ils partirent avant que le coq ne chante. Mais quand elles arrivèrent au village, Mamagé était seule. « Le garçon est parti en Amérique pour une excursion scolaire, » dit-elle. Elle montra une photo. Frank en blouse de laboratoire, tenant un bécher. Tout le monde applaudit. Sa mère sourit, les larmes aux yeux. Mais Frank avait disparu, et personne ne demanda où il était vraiment allé. Après Grace, après Frank, Mamagé ne s'arrêta pas. Chaque année, comme le vent de l'harmattan, elle revenait à Abba avec des mots doux et des sacs lourds. Elle allait de cour en cour, portant des photos comme des clés, déverrouillant le cœur des parents pauvres. À chaque fois, elle disait « Regardez celui-ci, il est maintenant en classe de sciences. Voyez celle-là, elle a rejoint la chorale de l'école. Votre enfant sera comme eux. » Et les parents croyaient. Ils voyaient des visages souriants en uniforme, tenant des livres, debout près de tableaux noirs. Ils ne savaient pas que ces photos étaient vieilles, parfois fausses. Mamagé revenait toujours en ville avec 2 ou 3 nouveaux enfants. Elle leur donnait du savon, des brosses à dents, des chaussures, des rêves. Mais après un certain temps, les chaussures disparaissaient, le savon s'épuisait, les livres étaient oubliés, et les rêves mouraient doucement, comme une bougie sous la pluie. Un par un, les enfants devenaient des travailleurs, et un par un, ils disparaissaient. Mais pendant qu'ils s'évanouissaient, l'entreprise de Mamagé prospérait. Son enseigne devenait plus grande, avec des lumières clignotantes, rouges, verts, jaunes. Ses marmites devenaient plus larges, plus profondes. Ses chaises se transformaient en bancs en plastique. Sa file d'attente s'étirait comme une corde à linge dans sa cour. Les gens disaient « Sa nourriture est trop bonne, il y a quelque chose qu'elle ajoute, peut-être son ingrédient secret. » Personne ne savait que son secret n'était ni dans le poivre, ni dans les oignons, ni dans les écrevisses. Le secret était plus sombre, quelque chose qui avait un prix. Pendant que son restaurant grossissait,
le village d'Abba devenait plus silencieux. Car chaque année, un autre enfant partait avec Mama G. Un autre décembre arriva. Les arbres étaient poussiéreux, la brise sèche. Dans le village d'Abba, les tambours avaient cessé de danser. Dans une petite cour à la lisière du village, une fille était assise sur un banc en bois. Elle s'appelait Destiny. Ses yeux étaient calmes, ses pieds nus, ses cheveux tressés doucement. Destiny était orpheline. Ses deux parents étaient morts d'une maladie, et elle vivait maintenant avec sa grand-mère, une vieille femme qui vendait des herbes au bord de la route. Elles étaient pauvres. Elles n'avaient qu'une seule tasse pour boire. Parfois, Destiny allait se coucher avec juste de l'eau dans le ventre. Ce jour-là, Mama G entra. Elle apporta un sac de riz, un paquet de biscuits et une voix douce comme du sucre fondu. Elle s'assit sur le banc à côté de la vieille femme et dit « Mama, laissez-moi aider cette fille. Je l'emmènerai en ville, je l'enverrai à l'école. C'est une enfant spéciale. Elle mérite mieux que ça. » La grand-mère regarda Destiny. Destiny regarda le sol, puis hocha la tête. Elle voulait partir. Elle voulait plus que la faim et le silence. Mama G sourit largement et toucha sa tête doucement. « Tu ne le regretteras pas, » dit-elle. Et le lendemain, Destiny quitta le village. Quand elles arrivèrent à Asaba, tout semblait nouveau. Mama G lui donna des chaussures brillantes, un uniforme propre, et même une brosse à dents à poils bleus. Destiny vit des lumières plus brillantes que les étoiles. Elle sourit un peu. Elle fut inscrite à l'école. Elle tenait ses livres à deux mains, comme un trésor. Elle s'asseyait au fond de la classe, silencieuse, mais toujours attentive. Elle pensait « Peut-être que c'est le début d'une vie meilleure. » Mais cela ne dura qu'un court moment. Après quelques semaines, l'école s'arrêta. Les chaussures furent enlevées, les livres enfermés. Son nom fut retiré du registre. Mama G lui donna un chiffon et dit « Commence à nettoyer, les clients arrivent. » À partir de ce jour, Destiny commença le travail. Elle balayait le sol avant que les oiseaux ne se réveillent. Elle cherchait de l'eau jusqu'à ce que ses bras tremblent. Elle lavait des marmites si grandes qu'elle aurait pu tenir dedans. Elle travaillait du lever du soleil à minuit. Et quand ses jambes se fatiguaient, Mama G disait « Tu n'es pas ici pour dormir, tu es ici pour aider. » Destiny voulait pleurer, mais elle n'avait plus de larmes. Comme les autres avant elle, Grace, Frank et ceux sans nom, Destiny était devenue une partie de la cuisine. Mais quelque chose en Destiny était différent. Quelque chose que la marmite n'avait jamais vu. Dans le monde de Mama G, la cuisine était animée, la nourriture chaude, et l'argent continuait d'arriver. Mais derrière tout ce bruit, quelque chose de silencieux et de malsain se glissait. C'était Monsieur Dan, le mari de Mama G. Il avait un gros ventre, un rire bruyant et un amour pour la soupe au poivre. Mais ses yeux avaient recommencé à faire quelque chose de mal. Ses yeux étaient toujours sur Destiny. Quand elle se baissait pour porter de l'eau, il se tenait derrière elle. Quand elle lavait du poisson, il s'asseyait sur le banc, mâchant un cure-dent, la fixant. Quand elle changeait de vêtements dans le petit coin derrière le rideau, elle entendait ses pas passer lentement. « Oncle, » dit-elle un soir, la voix tremblante comme une feuille sèche dans le vent. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Il lécha ses lèvres et répondit « J'ai besoin de toi. » Ses mains se figèrent. Elle laissa tomber l'assiette qu'elle tenait. Elle se brisa. Il se pencha plus près. « Ne fais pas la timide, je peux prendre soin de toi mieux que Mama G. » Au début, Destiny pensa que c'était une erreur. Puis, un jour, il toucha son bras et sourit. « Viens à la maison un jour, je te donnerai quelque chose de doux. » Destiny s'enfuit. Ses mains tremblaient. Sa poitrine était serrée comme un tambour. Cette nuit-là, elle essaya de parler à Mama G. Elle se tenait près du fourneau et murmura « Mama, votre mari me dit des choses. » Mama G se tourna et la regarda, le visage dur comme de la pierre. « Occupe-toi de ton travail et arrête de chercher des ennuis, lança-t-elle. Destiny ravala ces mots. Sa voix resta coincée dans sa gorge. Elle se tut, mais le danger ne s'arrêta pas. Puis, un matin, Mama G l'appela. « Va à la maison et rapporte un sac de riz, il est dans la réserve à l'arrière. » Destiny se figea. « Seule ?» demanda-t-elle. Mama G ne répondit pas.
Elle agita juste la main et s'éloigna. Alors, Destiny y alla. Elle marcha lentement, ses jambes lourdes comme des pierres. Elle ouvrit la grille, entra dans la maison. C'était silencieux, trop silencieux. L'air était épais, la lumière immobile. Elle se dirigea vers la réserve à l'arrière. Soudain, la porte d'entrée claqua. Clic, clic. 2 verrous. Elle se retourna. Monsieur Dan était là, les yeux sombres, le sourire faux. « Oncle, s'il vous plaît, » murmura-t-elle. « Maman G a dit que je devais juste prendre du riz. » Il fit un pas vers elle. « Tu ne vas nulle part pour l'instant, » dit-il, la voix lente et lourde. Destiny recula. Elle heurta une chaise. Ses mains tremblaient, ses lèvres frémissaient. Il avança plus vite, lui attrapa le bras, la tira vers la chambre. Destiny cria, supplia, donna des coups de pied, pleura. « S'il vous plaît, laissez-moi partir, maman le saura. » Mais il était plus fort. Il la plaqua, grimpa sur elle. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Maman J se tenait là. Elle vit tout. Ses yeux passèrent de la robe déchirée de Destiny aux mains malfaisantes de Monsieur Dan. Elle ne cligna pas des yeux, ne cria pas, ne dit pas un mot. Elle se retourna et partit, laissant Destiny sur le lit, en pleurs, laissant son mari en sueur, laissant la maison pleine de honte. Au matin, la chambre était vide. Les chaussures de Monsieur Dan avaient disparu, ses vêtements aussi, même son téléphone. Destiny se réveilla dans le silence. Elle alla au restaurant. Maman J était déjà là, remuant la soupe au poivre. Elle ne regarda pas Destiny, ne demanda pas pour le riz. Elle dit juste « Commence à couper les oignons ». Plus tard ce jour-là, Maman J cria dans la rue. « Mon mari a disparu. Depuis que j'ai envoyé Destiny chercher du riz, il n'est pas revenu. » Les gens se rassemblèrent. Maman J pleura bruyamment, tenant son pagne, s'agenouillant au sol. « Où est mon mari ?» Destiny se tenait dans un coin, les mains tremblantes, la poitrine lourde. Elle ne parlait pas. Quelqu'un dans la foule la pointa du doigt. « N'est-ce pas toi qui l'as vue en dernier ?» Une autre voix cracha. « Peut-être qu'elle l'a tué. » Maman J se tourna, les yeux rouges. Elle gifla Destiny si fort que sa tête pivota. « Tu as touché mon mari. Tu as essayé de me le voler. » Destiny secoua la tête. « Non, maman, je n'ai rien fait. » Avant qu'elle ne puisse finir, Maman J la gifla encore, fort, lourd. « Menteuse !» cria-t-elle. « Tu voulais me voler mon mari. » La foule hoqueta. Une femme couvrit sa bouche. Un homme murmura. « Est-ce vrai ?» Quelqu'un cracha par terre à côté de Destiny. Une autre voix dit. « Cette fille est maudite. » Destiny pleura, sa voix brisée. « Je ne l'ai pas touchée, je n'ai rien fait. » Mais Maman J n'avait pas fini. Elle attrapa un gros bâton de cuisine, épais comme une branche, lisse à cause du feu et de l'huile. Elle le leva au-dessus de sa tête, les yeux en feu. « Aujourd'hui, je vais battre le démon hors de toi. » Destiny tenta de ramper, ses mains griffant le sol, ses jambes tremblantes. Maman J courut après elle, levant le bâton pour frapper. Mais dans sa colère, dans sa hâte, dans sa tempête, elle heurta autre chose. La marmite interdite. La marmite roula une fois, puis s'arrêta. Le couvercle bougea comme un serpent paresseux et glissa. Ce qui en sortit n'était pas de la fumée. C'était un silence épais, lourd. Puis une odeur, âcre, amère, étrange. Pas du poivre, pas de la viande. Quelque chose de pire, quelque chose qui vous tordait l'estomac. Une femme s'avança, regarda à l'intérieur et cria, comme si on lui avait versé du feu dans la gorge. D'autres se précipitèrent. Un par un, ils regardèrent, puis crièrent tous. Les hommes se couvrirent la bouche. Les femmes tombèrent au sol. Un homme vomit près de la table à poivre. À l'intérieur de la marmite, il y avait une tête. Celle de Monsieur Dan. Ses yeux encore ouverts, ses lèvres sombres, son cou tranché net. Il fixait tout le monde, comme s'il avait quelque chose à dire. Mais ce n'était pas tout. Sous sa tête, une autre. Et une autre. Et une autre encore. De petites têtes. Grace, Frank. Des enfants. Chaque visage figé dans la douleur. Chaque visage un nom qui n'était jamais revenu.
La marmite était pleine. Pas de sauce, pas de soupe, mais de secrets qui bouillaient depuis des années. La marmite avait parlé, et Asaba ne serait plus jamais la même. Mama G ne s'enfuit pas. Elle ne pleura pas, ne se cacha pas, ne supplia pas. Elle resta là, le visage sec, les yeux vides comme un puits asséché. La police arriva, leurs bottes claquant au sol, leurs sifflets hurlant. Ils se frayèrent un chemin dans la foule, entrèrent dans la cuisine et virent la marmite. Ils regardèrent à l'intérieur. Ils reculèrent. Un officier se couvrit le nez, un autre les yeux. Puis ils se tournèrent vers Mama G et dirent « Vous êtes en état d'arrestation ». Elle hocha la tête. Elle ne demanda pas pourquoi. Ils l'emmenèrent, menottés. La rue était silencieuse. Même le vent avait oublié comment souffler. Destiny fut emmenée dans un endroit sûr. Elle s'assit dans une petite pièce, enveloppée dans une couverture, tenant une tasse de thé qu'elle ne but jamais. Ses yeux fixèrent le vide. Au poste de police, Mama G était assise sur une chaise. L'officier demanda « Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça ?» Mama G leva lentement les yeux. Sa voix était calme, froide, comme de l'eau venant du fond d'une rivière. C'était un rituel. L'officier cligna des yeux. « Quel genre de rituel ?» Elle répondit « Un puissant. Un qui attire les gens, qui apporte de l'argent. » Elle regarda autour de la pièce. « Je n'ai pas toujours été comme ça. Avant, je vendais au bord de la route. Ma nourriture était bonne, mais personne ne venait. Un jour, une femme m'a insulté. Elle a dit que ma soupe n'avait pas de goût. Ce jour-là, je suis allé voir un sorcier. Je lui ai dit que je voulais du pouvoir, que je voulais que les gens se battent pour ma nourriture. La pièce était silencieuse. Il m'a donné un choix sombre. Il a dit « La marmite doit manger ». Il a dit « Chaque année, elle doit se nourrir ». L'officier se pencha en avant. Se nourrir de quoi? Mama G ne cligna pas des yeux. De la chair la plus pure, de la chair d'un enfant. L'officier laissa tomber son stylo. Elle continua. Chaque décembre, je lui donnais un enfant. Un par un, je choisissais les pauvres, les oubliés. Je cuisais leurs morceaux dans cette marmite. Juste de petits morceaux, pas trop, juste assez pour le goût. Sa voix était douce maintenant comme une berceuse. C'est pourquoi la nourriture était si bonne. C'est pourquoi les gens venaient toujours. Ils ne savaient pas, mais leurs estomacs savaient. Elle sourit. Ce n'est pas juste cuisiner, c'est un sacrifice. Elle leva les yeux, ses yeux comme des trous profonds. Grace était la première. Puis Frank. Puis bien d'autres. Un enfant chaque année, juste avant Noël. Elle secoua lentement la tête. Destiny était la prochaine. J'avais tout préparé. J'avais nettoyé la marmite, aiguisé le couteau. Les signes étaient bons, les esprits étaient prêts. Puis sa voix changea, tomba comme la pluie dans la saison sèche. Mais Monsieur Dan, cet homme insensé, il l'a touché. Il a brisé la règle. Aucun enfant ne doit être souillé avant le sacrifice. Ça gâche le pouvoir, ça gâche le goût. Elle ferma les yeux. Alors je lui ai donné lui à la place. Sa chair n'était pas pure, mais c'était le seul choix. La marmite avait faim, je ne pouvais pas attendre. Loin, dans le village d'Abba, la nouvelle atteignit les oreilles des parents. Elle se répandit comme un feu de brousse dans l'herbe sèche. Les mères qui avaient ordonné leurs filles, les pères qui avaient envoyé leurs fils, tous se réunirent sur la place du village, tenant les photos que Mama G leur avait données. Des photos de Grace, de Frank, d'enfants qui n'étaient jamais revenus. Les vieilles femmes gémissaient, leur voix brisant le ciel. Elle nous a menti. Elle a utilisé nos enfants. Un homme tomba au sol, roulant dans le sable. Je lui ai donné mon fils unique. Elle m'a montré une photo, il souriait sur la photo. Une autre mère déchira son pagne et cria « Ce sourire n'était pas réel. Cette photo a été prise avant qu'elle ne les tue. » Tout le village devint une tempête de larmes. Certains s'évanouirent, d'autres se battirent, d'autres restèrent assis, trop brisés pour pleurer. Ils lui avaient fait confiance. Ils lui avaient ouvert leurs portes. Ils lui avaient donné leurs enfants. Et maintenant, la vérité était sortie, comme de la vapeur chaude d'une marmite couverte.
et elle brûlait tout le monde. Mama G fut emmenée en prison, les chaînes aux mains, des gardes à ses côtés. Pas de sourire, pas de larmes. Elle ne se battit pas, ne parla pas. De la même manière qu'elle cuisinait en silence, elle accepta sa punition en silence. Le restaurant fut fermé. Les chaises furent brisées, les tables brûlées, les murs grattés. L'enseigne aux lumières clignotantes fut arrachée. La cuisine fut verrouillée avec de grosses chaînes en fer. Et la marmite interdite? La police l'emporta, mais personne ne toucha ce qu'il y avait dedans. Personne n'osa. La marmite fut scellée pour toujours, et même la terre ne voulait pas qu'elle soit enterrée près d'elle. Quant à Destiny, elle fut ramenée à Abba. Sa grand-mère la serra fort, pleurant, embrassant ses joues, la berçant comme un bébé. Mais Destiny ne dit pas un mot, pas un seul. Ses lèvres restaient closes, ses yeux lointains, comme si sa voix lui avait été volée. Elle se réveillait comme une ombre, restait assise pendant des heures, fixant le ciel. Elle ne riait pas, ne pleurait pas. Elle existait, simplement. À Asaba, les gens essayaient d'oublier, mais ils ne pouvaient pas. Car même si le restaurant était fermé, ils disaient que l'odeur de la sauce flottait encore dans le coin la nuit. Une sauce riche, épaisse, douce. Et certaines nuits, quand le vent était calme et la lune immobile, ils disaient qu'on pouvait entendre des murmures venant de la cuisine scellée, derrière la porte verrouillée. Une voix de femme, douce, basse, presque comme si elle chantait une berceuse. Je leur avais dit de ne jamais ouvrir cette marmite. Et puis, le silence. Un silence épais. Car certains secrets, une fois cuits dans le feu, ne peuvent jamais être oubliés. La marmite est fermée, mais l'histoire continue de bouillonner. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez-la avec votre famille et vos amis, commentez, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus de contes envoûtants comme celui-ci. Au revoir.